Dans l'agile à l'échelle, les personnes qu'on va rencontrer dans les équipes agiles, c'est des développeurs, des consultants qui vont tester, des analystes business. On va avoir quelqu'un qui est product owner, c'est-à-dire qui possède son produit, c'est lui qui va être responsable de ce produit et le livrer et de savoir quelle est la valeur qu'il en attend. Il va être responsable des priorités au sein de cette équipe pour que dès qu'il y a une question, il y ait toujours quelqu'un dans l'équipe qui sache s'il vaut mieux travailler sur ce point-là ou sur un autre. Donc c'est très streamliné. Avant, de la manière dont on développait, on pouvait avoir des effets tunnels sur lesquels en fait, il y a des développements qui vont prendre beaucoup de temps à sortir. Et donc la valeur observée ne va l'être que très tard, donc peut-être au bout d'un an, même des fois plutôt 2 ans. Ça c'est très dangereux et ça demande beaucoup d'investissement de la part d'une entreprise et c'est très très risqué. Là ce qu'on attend c'est justement d'avoir une prédictibilité de 80 à 100%, un indice de confiance, sur la valeur qu'on va livrer à nos clients. Donc le bénéfice il est au niveau de la boîte parce qu'on n'est plus en train de demander à un expert de travailler sur un point. On peut avoir plusieurs personnes qui peuvent prendre la place, donc qui peuvent paralléliser ou s'il y a quelqu'un qui est absent, continuer à travailler. Donc on n'est plus bloqué, il n'y a plus de bottleneck. Et puis l'autre, c'est surtout pour l'individu, c'est qu'on est en train de lui apporter beaucoup d'aptitudes en plus. Donc ce qu'on écoute là comme en termes de qualité des individus, on a des gens qui sont soit en forme de I, ce qu'on appelle, c'est des gens qui sont très experts. Après, l'étape d'après, c'est d'avoir ce qu'on appelle un T. Donc ils vont être très experts sur une partie, puis ils commencent à être généralistes. Donc ça, ils commencent à grandir. Et puis ce qu'on adorerait avoir, c'est d'avoir des gens qui sont en E. Donc ils vont être experts sur plusieurs domaines. Ça, c'est le but affiché finalement de ces équipes agiles. Donc dans nos activités, au sein d'Orange Campus, il y a une activité en particulier qui est dans l'accompagnement de dynamique humaine dans l'entreprise. On appellerait ça comme ça. Cette activité-là sert aux exécutifs du groupe à mobiliser l'ensemble de l'énergie disponible dans leurs entités. Et quelque part, ça me rappelle une phrase qui m'avait marqué d'un sociologue assez connu qui s'appelle Norbert Alter, qui disait qu'on parle beaucoup de changement, mais en fait finalement il vaudrait mieux parler de mouvement. Pourquoi ? Parce que le changement c'est un état A stable qui devient un état B stable. Or aujourd'hui, des états stables, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Or, passer de A à B, mais qui sont à chaque fois instables, ça s'appelle le mouvement. Et le mouvement, c'est une marche en avant permanente, on met un pied devant l'autre et on est en déséquilibre permanent en fait. Donc l'idée, là, c'est d'aller chercher l'énergie des gens, là où elle est, et de mettre en mouvement toute une entité. Dans un projet d'unité, ça peut être soit parce qu'il y a une redéfinition de la stratégie et qu'il faut mobiliser les personnes et l'énergie de ces personnes pour mettre en œuvre cette stratégie et traduire de façon opérationnelle la stratégie, puisque c'est ça qui est le plus difficile. Il y a un besoin de structure. Et avec ce besoin de structure, il y a aussi besoin de souplesse. Et donc la coexistence des deux, c'est là que pour un projet particulier, pour une refonte par exemple d'une offre assez conséquente, ou pour une redéfinition de la stratégie et un embarquement des personnes, ou pour une redéfinition d'un métier, enfin pour des choses qui sont par essence collectives, du coup la hiérarchie elle s'efface parce que c'est la vie de toutes ces personnes, elles vivent la même chose. Qu'elles aient 20 barrettes, 2 barrettes, elles sont dans le même environnement. Elles vivent à des niveaux différents, des difficultés chacune qu'elles ont envie de résoudre. Et cet espace a été inauguré en 2014 par Bruno Mettling, qui était un DRH très influent au sein du groupe Orange. Et l'idée de Bruno Mettling au moment de l'inauguration de cet espace, c'était vraiment de disposer d'un laboratoire vivant permettant au groupe Orange de mieux comprendre toutes les transformations en termes d'organisation du travail et de nouvelles tendances dans le monde du travail. On accueille à la Villa Bonne Nouvelle 60 résidents pendant 1 an.
moitié externe, start-up, freelance, artiste, moitié interne, donc projet Orange, et on construit avec nos résidents un collectif pendant 1 an et on expérimente avec eux tout un tas de choses. Ce qui est pionnier dans l'écosystème aujourd'hui et ce qui fait l'innovation de la villa, c'est justement le fait qu'on ne propose rien a priori, tout est co-construit par le collectif. La villa, c'est une coquille vide. Et à chaque nouvelle promotion, c'est les résidents qui se réapproprient l'espace. Il n'y a personne de mieux placé que les gens qui vont vivre dans votre espace pour dire ce qu'ils vont y faire. On s'enrichit de profils différents, non seulement de compétences différentes, mais également de personnes qui ont des postures, des cultures différentes. On parle aujourd'hui d'espaces capacitants. Pourquoi ? Parce que mon expérience à la Villa Bonne Nouvelle, pas la mienne, l'expérience de vie à la Villa Bonne Nouvelle, fait qu'on ressort de cet espace fort de nouvelles compétences, de nouvelles postures, de nouveaux apprentissages. Et en ça, c'est un espace capacitant parce qu'on ressort plus compétent, plus ouvert, plus transformé. Par ailleurs, un des feedbacks, c'est qu'un manager Orange qui est accueilli à la Villa Bonne Nouvelle avec son équipe va vraiment se transformer en profondeur en tant que manager. À la Villa Bonne Nouvelle, on est tous au même niveau, c'est un espace complètement ouvert et du coup les managers qui passent par la Villa Bonne Nouvelle s'en trouvent profondément transformés et deviennent des ambassadeurs dans leurs propres entités quand ils reviennent dans leurs entités. Et j'aurais tendance à dire que la villa, elle pose de fait, alors c'était de fait, même si c'était exprimé comme ça, un cadre d'autorisation à traiter, s'emparer de la question du temps différemment. Le fait aussi d'être à la villa, ça met en réseau avec des startups d'ici, mais qui eux-mêmes ont un réseau à l'extérieur. Donc ça connecte. En fait, c'est un accélérateur de connexion. Voilà. Et cet accélérateur de connexion, il fait qu'on a de plus en plus de sollicitations. Et de sollicitations pour aller sortir sur des petits-déj tôt le matin, sur des conférences le soir, sur des ateliers créés ou proposés par les uns et les autres. Et là où moi, ça a transformé ma façon de travailler, c'est que je me suis, à partir de la villa, autorisée à aller participer à ces petits-déj conférences parce que ici, j'ai appris que c'était du travail. Et ça faisait partie finalement de mon développement de compétences et que c'était nécessaire à mon alimentation, mon oxygénation et donc cette ouverture, ça faisait partie du travail. Et ça, je ne me serais pas autorisée précédemment dans un mode de fonctionnement et dans un cadre d'autorisation qui n'était pas le même. Et plus m'autoriser à dire, j'ai la capacité de faire des arbitrages et de faire des choix. Je les fais en connaissance de cause. Et si je dois arbitrer à un moment donné entre une manifestation externe, parce que je sais qu'elle va m'apporter, qu'elle va me connecter, qu'elle va me donner du réseau, qu'elle va m'alimenter, qu'elle va me donner des idées, et une réunion où finalement je vais me demander est-ce que je suis vraiment, est-ce que c'est pertinent, est-ce que je vais apporter ou est-ce que ça va m'apporter, et si j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe ? Hier je ne l'aurais pas fait, et aujourd'hui je suis capable d'arbitrer entre les deux. Alors une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, mais en tout cas de faire en connaissance de cause et en conscience. Alors moi, ça m'a transformé sur ma façon d'aborder le travail, sur ce que je m'autorise aujourd'hui et que je ne m'autorisais pas avant, sur le fait de l'exprimer comme ça. Alors c'est vrai qu'ici, le lieu fait que ça pose un cadre d'autorisation différent, même si on l'avait posé dès le départ. C'est un lieu ouvert où, en théorie, il n'y a pas de contrainte d'horaire, il n'y a pas de contrainte d'installation plus que ça. On embarquait avec un management bienveillant qui donnait le cadre d'autorisation. Nous-mêmes, en disant, on embarque avec nos équipes. Et ça change d'ailleurs la posture et le rôle, puisqu'on est au milieu, on était au milieu des équipes. Donc plus de code et plus de repères sur j'ai un bureau, j'en ai pas, enfin bon, bref, tous les attributs du pouvoir. Et donc ça change aussi le regard, et oui, ça transforme. Donc je crois à l'économie de partage, quand l'économie de partage est vraiment partagée, cette économie. Parce qu'on voit bien qu'il y a des modèles qui se revendiquent partage, mais qui ne le partagent pas. Voilà, il y a des dérives. C'est un changement dans les rapports entre un bailleur et son locataire, entre un employeur et un employé. C'est
quelque chose qui est beaucoup plus libre, qui est désiré et beaucoup moins subi. Voilà. Donc dans cette notion de partage, il y a une notion de choix. Ce qu'on donne, c'est son temps, son talent, mais ce qui est choisi, c'est qu'on donne le temps qu'on a envie de donner. Et que ce temps, on peut le diviser. Et qu'on peut le donner à d'autres gens aussi, d'autres donneurs d'ordre. Voilà. Dans ma boîte, mes consultants qu'on travaille avec d'autres boîtes également, quoi. Donc moi je suis un vrai entrepreneur, au bout de nos vies. On vient chercher une méthodologie, une vraie méthode de travail, et puis on vient chercher la puissance du collectif. Donc on a beaucoup de rituels entre nous qui nous permettent de parler de nos difficultés dans les dossiers, avec le client, avec nos clients, et donc ça nous permet de partager, de résoudre les problématiques des autres. Et donc ces ateliers de partage, comme on les appelle, c'est extrêmement valorisant individuellement. C'est très étonnant parce que au départ, on pourrait se dire que le collectif va noyer l'individu. Mais en réalité, la puissance de chacun ressort dans un collectif qui est fort. Et les témoignages que j'ai des gens qui collaborent ici me disent souvent de gagner ensemble, c'est beaucoup plus fort que de gagner seul. Et c'est ça l'économie de partage. C'est le fait de gagner ensemble. H2 en fait agit comme un connecteur entre une première communauté qui est la communauté de nos clients, qui sont des entreprises, et plutôt qui sont des hommes et des femmes aux directions stratégiques, ressources humaines, métiers de nos clients, et de l'autre côté une communauté d'entrepreneurs qui ont tous entre guillemets un vrai métier, c'est-à-dire une entreprise qui sont en train de développer à divers stades de développement. Et donc, on s'est naturellement positionné comme connectant entre les deux pour une raison simple, c'est une conviction forte que la foule a toujours plus raison que l'individu. Dans un monde qui est de plus en plus spécialisé, on se devait en fait de trouver le bon expert, le bon spécialiste. Je pense qu'on a déjà mis en place quelques bonnes pratiques et quelques façons de travailler qui sont intéressantes. Il y en a trois en fait qui me viennent à l'esprit que je vais partager. La première déjà, c'est sur le fait qu'on les rencontre beaucoup. Pas que dans les prestations, les ateliers, les formations qu'ils vont animer, mais aussi lors de rencontres un peu plus informelles. Donc le deuxième point en fait, c'est les faire se rencontrer entre eux. Il me vient en tête un événement qu'on avait organisé pour un client où j'avais invité une dizaine de nos experts, de nos entrepreneurs, et en arrivant il y en a un qui me dit « Ah mais en fait c'est machin, il y a GQ qui vient de faire un article sur lui, je rêvais de le rencontrer. » Je fais « Bah écoute, ça tombe bien, il fait partie de la communauté. » Et donc vous êtes tous les deux des experts H2, donc va lui parler, tape-lui dans la main et c'est ton copain. Et donc il y avait aussi cette valeur en fait de connexion entre eux qui coûte rien, qui est gratuite pour eux, mais qui fait en fait qui rajoute de la valeur ajoutée dans le fait de faire partie de notre communauté. Et le troisième point en fait, il est lié à comment en fait notre communauté peut nous aider nous dans notre développement. Notamment, on sollicite de plus en plus nos experts dans la création de contenu. C'est qu'on part du principe que ce sont des experts sur un sujet, une techno, un métier, une industrie spécifique, qu'on est dans une ère de la communication, et donc ça n'a pas de sens que ce soit nous qui communiquions sur nos experts, quand eux peuvent le faire beaucoup mieux que nous. Nos clients, c'est dire que la communauté est plus forte que l'individu. Alors, la limite du modèle communautaire et du modèle de plateforme de manière générale, en fait, elle va dépendre de deux facteurs, c'est-à-dire le coût d'opportunité, à quel point le fait de passer par une plateforme va apporter de la valeur. Et donc ça veut dire que l'intermédiaire a peu de valeur. Versus le risque de mauvaise expérience. Par exemple, si je prends un chauffeur Uber, pour aller d'un point A à un point B, le coût d'opportunité il est très fort parce que je peux avoir une voiture très rapidement qui sera propre, avec un bon service, pour un prix qui est très raisonnable. Par contre, le coût de la mauvaise expérience, c'est 10 €.
ou 15 euros, qui est le prix de la course moyenne pour Uber à Paris. Et donc, le coût d'opportunité étant infiniment supérieur au coût de mauvaise expérience, qui est en plus mitigé par le fait que je peux donner une mauvaise étoile et que ce chauffeur ne sera peu ou plus du tout utilisé, je continue à utiliser le service. Et donc, c'est l'exemple typique où la plateforme est régulée par le marché. Par contre, lorsque je vends une formation à un comité de direction à 10 000, 15 000, 20 000 euros, le coût d'opportunité, en fait, il est déjà un peu plus compliqué à exprimer parce que, mine de rien, ce qu'on propose, c'est une formation certes animée par des entrepreneurs avec des points de vue différents, mais ça reste un atelier pour des dirigeants versus le coût de mauvaise expérience, c'est-à-dire ça se passe mal et là en fait on va pas me donner 3 étoiles et dire c'est pas grave, on réutilisera la plateforme plus tard, on ne m'utilisera plus du tout. Devenir une entreprise plateforme pour ADO et ses entreprises, c'est finalement survivre. Okay. Parce que si on ne devient pas une entreprise plateforme, finalement progressivement il risque d'y avoir de nouvelles entreprises qui vont progressivement prendre des parties de notre propre chaîne de valeur et finalement peut-être nous réduire à avoir des magasins dans lesquels peut-être moins de monde iront demain. Et donc faire plateforme, c'est d'emblée se poser la question de comment on fait pivoter finalement notre modèle d'entreprise dans les années qui viennent face aux enjeux de la transformation digitale, des nouveaux intervenants qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, on pense que vraiment faire plateforme, c'est une nécessité pour demain répondre aux besoins des attentes des habitants. Et pour être plateforme, il faut être une entreprise un peu plus ouverte. Ce qu'on est en train de dire, c'est que potentiellement le métier va changer, la façon de le faire va changer, et donc mon rôle va changer dans la façon de faire mon métier. Donc c'est beaucoup de changements en même temps, et donc forcément des enjeux énormes de transformation humaine et managériale, si on veut vraiment aller dans cette dimension plateforme. Une nouvelle façon de penser. Et moi, je crois beaucoup, et ça m'a pas mal transformé, que les nouvelles méthodes de travail amènent un résultat nouveau, mais amènent une transformation personnelle des gens. Finalement, c'est en faisant l'effort de transformer sa façon de travailler qu'on se transforme soi-même et qu'on transforme l'entreprise.